Retrouvez l'expertise et l'analyse d'Europe Soir. Avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs en bourse, actions, dérivés et fonds d'investissement. C'est le quart d'heure des éditorialistes d'Europe Soir, Nicolas Poincaré. Avec François Clémenceau du JDD pour l'actualité internationale, Emmanuel Dutheil pour l'économie et Olivier Duhamel pour la politique. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir à tous. Olivier Duhamel, revenons avec vous sur ce premier débat des primaires des primaires de la droite et du centre hier. Succès d'audience sur TF1 et sur Public Sénat. Et la plupart des commentateurs aujourd'hui remarquent que les candidats s'en sont bien sortis, qu'en tout cas aucun n'a dérapé. Vous trouvez pourtant qu'ils ont tous commis des erreurs? C'est vrai qu'aucun n'a dérapé, je ne vais pas contester ça. Mais je pense que la première erreur, c'est que dans un moment où il y a une telle distance entre la politique et les Français, leur discours était beaucoup trop abstrait, beaucoup trop techno. Ils ont tous insisté sur l'importance des nuances entre leurs programmes. Mais qu'est-ce que ça dit aux Français quand on annonce que l'un veut réduire les dépenses publiques de 30 milliards, l'autre de 50, le troisième de 100? Mais rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire aux Français quand l'un dit qu'il va baisser les impôts en baissant l'impôt sur les revenus et que l'autre répond non, moi je vais le faire en donnant mieux au quotient familial? Pas grand-chose non plus. Et donc, ils ne se mettent pas assez à la place de ceux qui les écoutent. Ils ne montrent pas assez en quoi ce qu'ils proposent changerait en bien la vie des gens. C'est ça vraiment un reproche, je crois, qu'il faudrait leur faire. Donc, vous les avez trouvés trop techno, première erreur. Et deuxième erreur? La deuxième, à la différence de la radio, Nicolas, la télévision, c'est du son et de l'image. Donc, il faut une cohérence entre le son et l'image. Ce qu'on appelle, il faut un bon body language. Il ne faut pas que le body language, ce que dit votre corps quand vous ne parlez pas, pour le traduire en français, exprime le contraire des mots que vous employez. Et là, sur ce point-là, pas de problème chez la plupart des candidats et par exemple pas de problème chez Juppé, mais gros problème chez Nicolas Sarkozy. Parce que Nicolas Sarkozy, qui avait un discours très gentil, très consensuel, pas du tout clivant, pas du tout agressif, le contraire de tout ce qu'on entend dans ces meetings où il cogne sans arrêt les autres candidats. En revanche, les images sur lui, les plans sur lui de couple quand d'autres parlaient, exprimaient une telle détestation, une telle violence que l'écart, les Français le voyaient. Et quand on lit aujourd'hui le premier sondage peut-être le plus intéressant, c'est pas qui a été le plus convaincant où chacun répond en fonction de celui qu'il préfère. Le plus intéressant, c'est le sondage Opinionway pour Le Point de ceux qui disent avoir changé d'avis pendant le débat. Et d'ailleurs, le chiffre est considérable. Il y a 34% des téléspectateurs interrogés qui disent qu'ils ont changé d'avis. Je suis même étonné d'avoir un chiffre pareil. Eh bien, Juppé en prend quasiment la moitié. 45% ont changé d'avis pour se convertir à Juppé et seulement 19% à Sarkozy. Et moi, ma thèse, c'est qu'une des raisons, c'est que Sarkozy, l'image disait le contraire du son. Voilà ce que nous dit Olivier Duhamel, qui a été un des premiers en France à défendre l'idée de la primaire, un des inventaires de la primaire, dit-on. Et on vous retrouve, Olivier, demain à 10h sur Europe 1 pour Mediapolis. L'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. On revient également sur ce débat d'hier soir, ce débat de la primaire, avec cette question qu'on vous pose. Que pense le patronat du débat et du programme des candidats? Bien, il y a un commentaire d'un représentant patronal qui, je trouve, résume assez bien la situation. Selon lui, le sujet, ce n'est pas quoi faire, mais comment le faire. En effet, le quoi faire, c'est les promesses des candidats républicains. Elles plaisent plutôt bien au monde patronal quand on leur dit baisse des charges, suppression de l'ISF, fin des 35 heures, suppression pour certains du compte pénibilité, etc. C'est autant de mots doux qui vont directement au cœur des patrons. Mais leur grand doute du côté des patrons, c'est bien tout ça. Ça marque une rupture par rapport à ce que l'on connaît éventuellement aujourd'hui. Mais comment vont-ils réussir à faire passer un tel programme? Et alors pourquoi un tel doute, Emmanuel? Eh bien, c'est là que le comment faire arrive, et sur ce comment faire passer les réformes, les candidats nous disent, c'est vrai, quasiment strictement rien, ou presque, et ça inquiète fortement, notamment dans les arcanes du MEDEF. Un responsable patronal nous l'a dit, quand on voit tous les blocages rien qu'autour de la loi travail, on peut quand même se demander comment le Big Bang imposé par les candidats républicains pourrait passer sans problème. C'est impossible, par exemple, pour un responsable patronal. Si les candidats républicains mettent, selon un autre patron, seulement même la moitié de leur programme en application, la France va être bloquée. Et c'est vrai que l'on entend déjà cette petite musique syndicale qui dit grosso modo, dans l'hypothèse d'une victoire des républicains, on sera là pour veiller à ce que
le code du travail, les 35 heures ne soient pas démantelés, surtout que certains candidats républicains l'ont dit très clairement, ils ne croient plus au paritarisme. D'une certaine manière, on n'a plus besoin de syndicats. Ouais, mais là, la situation pourrait être différente. Le candidat élu l'aura inscrit dans son programme. Effectivement, si on part d'une hypothèse qui n'est pour le moment pas du tout validée, bien loin de là. Cette hypothèse, ce serait que le candidat républicain gagne l'élection. On pourrait se dire, bon, les Français ont voté pour lui en majorité, ils connaissaient le programme, bref, il y a d'une certaine manière plus rien à dire, c'est normal que le problème soit appliqué. Le problème, c'est que, et c'est ce qu'on dit également dans le camp patronal, c'est que ce président risque d'être mal élu d'une certaine manière. Pourquoi ? Bien parce que si les sondages disent vrai, Marine Le Pen sera au deuxième tour, et donc une frange non négligeable de la France n'aura pas été représentée au second tour, et d'une certaine manière n'aura pas voté pour ce président. Et donc les syndicats le laissent entendre déjà aujourd'hui, pourraient jouer une forme de troisième tour social, et donc empêcher l'application concrète de ce programme. C'est tout le problème des élections par défaut, c'est pas la première, c'est pas la dernière, mais c'est vrai qu'elles s'accumulent. François Clémenceau, avec vous maintenant, on parle des BRICS, les pays émergents, et on se demande si c'est la fin des BRICS. En tout cas, les 5 plus grands d'entre eux se réunissent ce week-end en Inde, à Goa, pour réfléchir à la façon de faire repartir leurs économies. Elles en ont bien besoin. Et Vladimir Poutine va se servir de l'occasion pour chercher de nouveaux alliés dans sa croisade. C'est vrai que quand on regarde, Nicolas, les chiffres des BRICS, on s'est dit que ces 5-là, s'ils formaient un cartel, ils seraient incontournables. Ils pourraient même imposer presque leurs lois au reste du monde. Vous avez la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud qui abritent près de la moitié de la population de la planète. Ils contribuent pour près de 20% au commerce mondial et leur PIB accumulé avoisine les 17 000 milliards de dollars. C'est un quart du PIB mondial. Une somme 3 fois supérieure à ce qu'elle était il y a 15 ans lorsqu'est née l'idée de faire cause commune. Alors le problème, c'est que leur modèle économique, en effet, et leur situation actuelle les met quasiment aux antipodes les uns des autres. La Russie et le Brésil sont en récession, l'Afrique du Sud est en passe de l'être, et la Chine peine à revenir vers les 10% de croissance qui lui sont nécessaires pour le développement durable. En fait, il n'y a que l'Inde aujourd'hui qui jouit d'une très bonne santé, avec pas loin de 8% de croissance. Autrement dit, on ne peut pas s'entendre sur des objectifs communs lorsqu'on est à ce point distants les uns des autres. D'autant que ces différences ne sont pas uniquement économiques. Eh bien oui, elles sont effectivement aussi politiques, parce que les BRICS sont englués chacun dans des crises politiques durables. C'est évidemment le cas au Brésil, qui vient de vivre la pire des tensions depuis le retour à la démocratie, le fameux scandale de corruption Petrobras qui a fini par emporter Dilma Rousseff, Lula, et qui pourrait bien balayer bien d'autres dirigeants sur son chemin. C'est la même chose en Afrique du Sud, où le président Zuma est confronté à la pire des contestations depuis la fin de l'ère Nelson Mandela, et qui est à 2 doigts d'être destitué, lui aussi pour corruption. En Chine, on voit bien que le président Xi, à quelques jours du plénum du comité central, joue la carte de l'extrême fermeté dans l'espoir de pouvoir remplir pour un deuxième mandat. Quant à la Russie, on le sait, malgré les apparences, Poutine affronte un scepticisme grandissant de sa population. À la Douma en septembre, le premier parti du pays n'était pas le sien, mais celui des abstentionnistes, avec un score de 53%. Et on se demande, François Clémenceau, ce que peuvent faire dans ce contexte les dirigeants de ces 5 pays. Eh bien, pas grand-chose, sauf à se trouver des causes communes, comme de faire pression ensemble pour que les organisations multilatérales leur donnent plus de pouvoir, plus de marge de manœuvre, notamment au FMI. Mais ce n'est pas un hasard si Vladimir Poutine envisage de parler de la Syrie au sommet de Goa. Le président russe, en fait, a besoin de montrer que les Occidentaux sont en recul et sous pression grâce à ses interventions militaires à lui, au Moyen-Orient et en Europe centrale. Sauf que maintenant, on s'aperçoit que la Chine est de plus en plus réticente à le suivre dans son aventure. On l'a vu au Conseil de sécurité de l'ONU, où elle s'abstient plutôt que de l'approuver. Quant à l'Inde, son objectif est très clairement maintenant de coller aux États-Unis et à l'Europe, en qui elle voit des partenaires fiables et de confiance. Bref, le jeu de mots est assez mauvais, vous me le pardonnerez, mais les BRICS, pour l'instant, ne font pas le mur. Ouais, pas terrible, votre jeu de mots. Oh si, c'était pas mal, moi je trouve. Pas Mais ça mal. montre bien qu'il n'y a plus d'unité dans ce groupe. Bon, et Les les Poincaré, ils BRICS, critiquent tout le temps, donc... vous avez trouvé ça drôle, vous. Les BRICS, on rappelle ce que c'est. Brésil, Russie, Chine, Afrique Inde, du Sud et Afrique. Russie. Est comme Sauf que ça, personne n'a Africa. donné dans le même sens, donc je pense que personne n'a rien compris.